Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Voyage dans l'histoire de mathématiques. Ce séminaire se tournera autour de l'origine et fondation des mathématiques, l'innovation et avancée, et enfin la transmission et développement. Tout cela avec Dr Quds Hassin, superviseur de l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Quds. Dr Quds, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Très bien, merci beaucoup Malak pour cette introduction. Bienvenue à vous tous. Donc, dans ce séminaire, on va vous amener dans un petit voyage dans l'histoire de mathématiques. Alors, vous savez que notre monde est fait de motifs et des séquences. Donc, ils sont partout autour de nous. Le jour devient nuit, les animaux traversent la Terre en formation, en perpétuel changement. Le paysage se transforme constamment. Donc, l'une des raisons pour lesquelles les mathématiques sont nées, c'est notre besoin de donner un sens à ces motifs naturels. Donc, les concepts les plus fondamentaux des mathématiques, ce sont l'espace et la quantité. Donc, sont ancrés dans notre cerveau. Même les animaux ont une notion de la distance et du nombre, et évaluant si leur groupe est en infériorité, par exemple, numérique, et s'il faut combattre ou bien fuir. Et les animaux, encore, ils peuvent calculer si leur proie est à portée d'attaque. Donc, comprendre les mathématiques peut faire la différence entre la vie et la mort. Mais bien sûr, c'est l'homme qui a pris ces concepts de base et a commencé à construire dessus. À un certain moment, les humains ont commencé à repérer des motifs, à établir des connexions, à compter et à ordonner le monde qui les entourait. C'est ainsi qu'un tout nouvel univers mathématique a émergé. Alors, voici le Nil. Il est la source de vie de l'Égypte depuis des millénaires. C'est l'un des premiers endroits où sont apparus les signes des mathématiques tels que nous les connaissons aujourd'hui. Les hommes ont abandonné la vie nomade et donc, on commençait à s'installer ici dès 6000 avant Jésus-Christ. Donc, les conditions étaient idéales pour l'agriculture. Les événements le plus important pour l'agriculture égyptienne chaque année était la crue du Nil. Donc, elle servait donc de repère pour marquer le début de la nouvelle année. Voilà, donc les Égyptiens enregistraient ce qui s'est passé au fil de temps. Pour établir un calendrier, il fallait compter le nombre de jours entre deux phases lunaires, par exemple, ou bien entre deux crues du Nil. Noter les cycles de saison était essentiel, non seulement pour la gestion des terres, mais aussi pour leur religion. Les anciens Égyptiens qui vivaient sur les rives de Nil croyaient que c'était le dieu de fleuve qui provoquait la crue annuelle. En retour, pour cette eau source de vie, les habitants offraient une partie de leur récolte en guise de remerciement. À mesure que les colonies grandissaient, il devenait nécessaire de trouver des moyens de les administrer. Il fallait calculer les surfaces des terres, prévoir le rendement agricole, percevoir et collecter les impôts. En d'autres termes, il était essentiel de compter et de mesurer. Les Égyptiens utilisaient leur corps pour mesurer le monde et c'est ainsi que leurs unités de mesure ont évalué. Une pomme correspondait à la longueur d'une main, une coudée à la longueur d'un bras, du coude jusqu'au bout de doigt. Donc, il existe un lien très fort entre la bureaucratie et le développement des mathématiques dans l'Égypte ancienne. Ce lien est visible dès les débuts.
depuis l'invention du système numérique tout au long de l'histoire égyptienne. Donc, pour l'Ancien Empire, les seules preuves que nous avons sont le système métrologique, c'est-à-dire les mesures de surface et de longueur. Cela montre un besoin bureaucratique de développer ces outils. Donc, il était essentiel de connaître la superficie d'un champ afin d'imposer une taxe adaptée. Et par exemple, si le Nil emportait une partie de la terre d'un fermier, celui-ci pouvait alors demander une réduction d'impôts. Et les arpenteurs du pharaon devaient souvent calculer la surface de parcelles irrégulières. C'est ce besoin de résoudre deux problèmes concrets qui a fait d'eux les premiers innovateurs en mathématiques. Donc, les Égyptiens avaient besoin, ils ont besoin d'un moyen d'enregistrer le résultat lors de leurs calculs. Donc, il était d'excellents, donc toujours on parle des Égyptiens, il était d'excellents résolveurs des problèmes. Alors, on sait ça comment? Grâce aux rares documents qu'on servait qu'eux. Les scribes égyptiens utilisaient des feuilles de papyrus pour consigner leurs découvertes mathématiques. Donc, ce matériau délicat, fabriqué à partir de roseaux, s'est détérioré au fil de temps et de nombreux secrets, malheureusement, ont disparu. Mais un document précieux nous est parvenu, c'est ce que vous voyez, le papyrus mathématique de l'Inde, qui est la source la plus importante dont nous disposons aujourd'hui sur les mathématiques égyptiennes. Il nous donne un bon aperçu des types de problèmes auxquels les Égyptiens faisaient face et explique comment ils réalisaient les multiplications et les divisions. Alors, les papyrus montrent comment multiplier de grands nombres, par exemple. Ce qui est fascinant, c'est que cette méthode, en fait, repose sur l'écriture binaire. C'est-à-dire, par exemple, le nombre 6 est représenté par une combinaison des 1 et des 0. Donc, c'est un principe fondamental que les mathématiciens et philosophes Leibniz ne formalisera que plus de 3000 ans plus tard. Donc aujourd'hui, vous savez que tout notre monde technologique repose sur les mêmes principes que ceux utilisés par les anciens Égyptiens. Je parle ici de codage binaire. Donc, vous voyez que le papyrus de Rhind, écrit par le scribe Hamès vers 1650 avant Jésus-Christ, traite des situations du quotidien. Alors, un symbole, vous savez certainement ce symbole-là, juste, je passe à la page suivante. Voilà un symbole imposant et majestueux des mathématiques égyptiennes que nous n'avons pas encore tenté d'analyser, ce sont les pyramides. Les pyramides, elles font partie de cette merveille du monde antique. Elles sont tout simplement époustouflantes. Elles devaient être encore plus impressionnantes à leur époque. Un concept mathématique important pourrait être dissimulé dans les proportions de la grande pyramide, ce qu'on appelle le nombre d'or. Donc, c'est quoi un nombre d'or? Si deux longueurs sont en proportion dorée, si le rapport entre la plus grande et la plus petite est le même que le rapport entre la somme de deux et la plus grande. Donc, dans ce cas, je dis que ce sont deux longueurs sont en proportion dorée. Alors, cette proportion est associée à l'harmonie parfaite qu'on le retrouve dans le monde naturel. Donc, ainsi que dans les œuvres des artistes, les architectes et designers depuis des millénaires. Donc, que les architectes de pyramides aient consciemment utilisé cette idée mathématique ou qu'il était instinctivement attiré en raison de ses propriétés esthétiques satisfaisantes, nous ne le saurons jamais. Ce qui est le plus impressionnant dans les pyramides, c'est le génie mathématique qui a permis leur construction. Notamment, le premier aperçu d'un des grands théorèmes du monde antique, c'est le théorème de Pythagore. Donc, peut-être vous savez ce théorème, que pour obtenir des angles droits parfaits
dans leur construction, dans les constructions de pyramides, les Égyptiens utilisaient une corde avec des nœuds à intervalles réguliers. Donc, à un moment donné, ils ont réalisé que si un triangle était formé avec des côtés 3, 4, 5 nœuds, donc dans l'autre, on va dire 3, 4 et 5, il garantissait un angle droit parfait. Parce que vous savez que 3 carrés plus 4 carrés, si je fais la somme, je trouve 5 au carré. Donc, ce qui donne un triangle, on va dire un triangle pythagoricien. En fait, tout triangle dont les côtés vérifient cette relation donnera un angle de 90 degrés. Cependant, il est peu probable que les Égyptiens aient généralisé cette relation à tous les triangles rectangles. Donc, on sait que, d'accord, ils ont utilisé peut-être le fait qu'ils connaissent peut-être 3 carrés plus 4 carrés égale 5 carrés. Ils ont utilisé cette formule pour avoir des angles droits, mais on n'est pas sûr qu'ils ont vraiment généralisé ça pour n'importe quel triangle rectangle. Est-ce qu'ils sachent très bien la formule ou bien le théorème de Pythagore ou pas. Donc voilà pour l'époque égyptienne. Je passe maintenant aux mathématiques en Babylonie. Donc ce n'était pas la seule idée mathématique que les Égyptiens avaient anticipée. Dans un document vieux de 4000 ans, appelé le... Donc là, peut-être encore... donc ici, je passe directement, j'ai beaucoup parlé de l'Égyptien, donc je vais parler de les Babyloniens. Les Babyloniens contrôlaient une grande partie, vous savez, de l'Irak, l'Iran, de la Syrie actuelle, à partir de 1800 avant Jésus-Christ, pour développer et gérer leur empire. Ils sont devenus des maîtres dans la gestion et la manipulation des nombres. Tout comme les Égyptiens, les Babyloniens s'intéressaient à la résolution de problèmes pratiques liés aux mesures et au poids. Donc, curieusement, ils n'utilisaient pas une base décimale comme les Égyptiens, mais une base de base 60. Je ne sais pas si vous connaissez la base 60, mais on l'utilise jusqu'à nos jours, donc le calcul des heures, par exemple. Donc, les Babyloniens ont inventé leur système numérique en utilisant leurs doigts, tout comme les Égyptiens, mais au lieu de compter simplement sur les 10 doigts de leurs mains, ils ont trouvé un moyen plus ingénieux de compter avec leur corps. Ils utilisaient 12 phalanges de leurs doigts d'une main et les 5 doigts de l'autre main, permettant ainsi de compter jusqu'à, on va dire, 12 fois 5, c'est-à-dire ça fait 60. Donc, le nombre 60 avait une propriété très intéressante. Il est parfaitement divisible de nombreuses manières. Par exemple, si l'on prend 60 haricots, on peut les organiser en 2 rangées de 30, ou bien 3 rangées de 20, ou bien 4 rangées de 15, ou bien 5 rangées de 12. Ou bien encore 6 rangées de 10. Donc, cette divisibilité rendait la base 60 idéale pour le calcul ou bien pour les calculs arithmétiques. Donc, ce système a été si efficace, bien sûr, que nous l'utilisons encore aujourd'hui. Donc, par exemple, pour mesurer le temps, il y en a 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans une heure, etc. Alors, l'un des catalyseurs de cette avancée fut leur besoin de suivre le mouvement des astres dans le ciel nocturne. Leur calendrier était basé sur le cycle lunaire et il avait besoin d'enregistrer de nombres astronomiquement grands. Donc, dès 800 avant Jésus-Christ, il avait établi des listes complètes d'éclipses lunaires. Leur système de mesure était déjà très avancé. Il avait un système d'angle avec 360 degrés dans un cercle et chaque degré divisé en 60 minutes et chaque minute, comme on a dit, en 60 secondes, etc. Donc, ce système était en parfaite harmonie avec leur numération et idéal pour l'astronomie et le calcul. Donc, grâce à leur système numérique sophistiqué,
les Babyloniens ont su dompter les terres arides de la Mésopotamie. Donc, leurs ingénieurs et arpenteurs ont conçu des moyens ingénieux pour canaliser l'eau vers le champ. Donc, de nombreux problèmes mathématiques babyloniens concernent la mesure de terre et c'est ainsi que sont apparues les premières équations quadratiques. Ces équations sont utiles lorsque l'inconnu est multiplié par elle-même, on va dire le carré en jour. Par exemple, si un champ mesure 55 unités carrées et qu'un côté est plus long de 6 unités que l'autre, quelle sera par exemple la longueur du côté le plus court? Donc, c'est à partir des exemples pratiques qu'ils ont développé des notions mathématiques avancées. Donc, encore, à part leurs besoins pour calculer les surfaces, etc., les Babyloniens aimaient résoudre des problèmes pour même le plaisir. On peut dire qu'ils tombaient amoureux de mathématiques. Donc, cette fascination pour les nombres s'est même retrouvée dans leurs loisirs. Ils utilisaient des dés pour déplacer des pièces, effectuer des calculs mentaux rapides, etc. Donc, les Babyloniens sont reconnus comme l'une des premières cultures à utiliser des formes mathématiques symétriques pour fabriquer des dés. Mais il existe un débat plus vif sur la question de savoir s'il pourrait aussi avoir été le premier à découvrir le secret d'une forme importante qui est le triangle rectangle. Donc, nous avons déjà vu comment les Égyptiens utilisaient un triangle, on a dit 3, 4, 5. Mais ce que le babylonien savait sur cette forme et d'autres similaires est très bien et bien plus sophistiqué. Donc voici, vous voyez ici la tablette ancienne, la plus célèbre et la plus controversée que nous possédions. Elle s'appelle Plinton 322. De nombreux mathématiciens sont convaincus qu'elle montre que les Babyloniens connaissaient bien le principe de triangle rectangle, selon lequel le carré, on a dit, de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés de deux autres côtés. Et cela, bien sûr, plusieurs siècles avant que les Grecs ne le revendiquent. Donc, il est tentant de penser que les Babyloniens furent le premier détenteur de théorème, ce qu'on appelle maintenant théorème de Pythagore. Cette conclusion a séduit des générations d'histoire, mais il pourrait y avoir une explication bien plus simple à ces ensembles de trois nombres qui vérifient le théorème de Pythagore. Donc, cette tablette en fait, n'est pas une étude systématique de triplé pythagoricien, mais simplement peut-être, on peut penser peut-être un professeur qui effectue des calculs assez complexes pour produire des nombres simples afin de donner des exercices à ses élèves sur les triangles rectangles. Donc, les indices les plus précieux sur ce qu'ils comprenaient pourraient se trouver ailleurs. Donc, cette petite tablette scolaire vieille de près de 4000 ans, donc révèle précisément ce que les Babyloniens savaient sur les triangles rectangles. Elle utilise un principe de théorème, donc de Pythagore qu'on peut voir ici, pour trouver la valeur d'un nombre fascinant. Donc, voilà donc pour cette époque, ou bien si on veut parler un peu on a parlé un peu de mathématiques en Babylonie. Si je passe maintenant aux mathématiques au grec, voilà, donc en 330 avant Jésus-Christ, les Grecs avaient étendu leur empire Mésopotamie. Donc, ce que vous voyez ici, c'est Palmyre en Syrie centrale, une ville autrefois prospère, construite par les Grecs. Donc, l'expertise mathématique nécessaire pour ériger des structures avec une telle perfection géométrique est impressionnante là. Tout comme les Babyloniens, avant eux, les Grecs étaient passionnés par les mathématiques. Donc, leur grande innovation concernait un changement d'état d'esprit qu'ils ont initié
influencerait l'humanité pendant des siècles. On a parlé que les Égyptiens et les Babyloniens, ils ont déjà avancé dans les mathématiques, mais c'était la plupart dans les pratiques. Donc, on peut voir leurs traces mathématiques utilisées dans leurs pratiques. Ce qui est intéressant pour les Grecs, c'est qu'ils nous ont donné le pouvoir de la démonstration. C'est eux qui ont commencé les démonstrations mathématiques. Donc, d'une manière ou bien d'autre, ils ont décidé qu'il leur fallait un système déductif pour leurs mathématiques. Donc, le système typique consistait à faire quoi? À partir de certains axiomes supposés vrais, puis à l'aide des méthodes logiques et d'étapes soigneusement suivies, ils ont prouvé des théorèmes à partir de ces axiomes-là. Et approuvé des autres théorèmes à partir des premiers, et créant ainsi un effet, on va dire un effet comme une boule de neige. Donc la démonstration est ce qui donne en fait aux mathématiques leur solidité. Donc c'est le pouvoir de la preuve qui fait que les découvertes des Grecs sont aussi vraies aujourd'hui qu'elles étaient il y a 2000 ans. Donc vous pouvez imaginer que même à nos jours, là, on fait les mathématiques comme les Grecs qui l'ont fait. Donc, on a des théorèmes, des axiomes qu'on suppose vrais et on essaye de faire un raisonnement pour déduire un résultat. Donc, c'était ça. La naissance des mathématiques comme science, c'est chez la Grèce antique. Voilà, maintenant, seulement à moins d'1 kilomètre de la côte turque, cet endroit est devenu synonyme de la naissance des mathématiques grecques grâce à la légende d'un homme qu'on appelle Pythagore. Certainement, vous connaissez le nom de Pythagore. Alors, les légendes qui entourent sa vie et son œuvre ont contribué à la célébrité qu'il a acquise au cours de 2000 dernières années. Il est crédité, à tort ou à raison, d'avoir amorcé la transformation des mathématiques d'un simple outil comptable vers une discipline analytique telle que nous le connaissons aujourd'hui. Donc, ce monsieur, Pythagore, est une figure, en fait, on peut dire controversée, parce qu'il n'a pas laissé, donc il n'a laissé aucun écrit mathématique. Donc, beaucoup se demandent même s'il a réellement démontré les théorèmes qui lui sont attribués. Donc, on a dit même les Égyptiens avant 1000 années, ils utilisent le théorème de Pythagore. Donc là, on se demande beaucoup, est-ce que vraiment ce théorème, Pythagore, qu'est-ce qu'il a fait finalement? Est-ce qu'il a démontré ce théorème? Donc, mais on sait qu'il a fondé une école à Samos. Donc, mais ses enseignements étaient considérés comme suspects et les étudiants, ou bien les pythagoriciens, on va dire, comme un secte étrange. Il existe de bonnes preuves que ces écoles de pythagoriciens ressemblaient plus à des sectes qu'aux écoles philosophiques que nous imaginons. Ils ne partageaient pas seulement des connaissances, mais aussi un mode de vie avec une vie communautaire et une implication politique dans leur cité. Et fait exceptionnel, pour l'époque, les femmes y étaient acceptées. Alors, contrairement aux Grecs qui privilégiaient une approche théorique et démonstrative des mathématiques, les Romains étaient avant tout pragmatiques. Ils utilisaient les mathématiques pour des applications concrètes comme l'arpentage, l'architecture, l'ingénierie et la comptabilité. Donc, les chiffres romains étaient peu adaptés aux calculs avancés, ce qui limitait le développement de mathématiques en tant que discipline pure. Néanmoins, les Romains ont perfectionné l'usage de la géométrie appliquée, notamment dans la construction d'aqueducs, de routes et de bâtiments impressionnants comme le Colisée. Un des mathématiciens notables dans cette époque fut Boès, qui a été introduit certaines connaissances grecques
en Occident, mais l'Empire romain ne produisait pas des figures mathématiques majeures comme Euclide ou bien Archimède. Alors, pendant plusieurs siècles après la chute de Rome, l'Europe occidentale connut une stagnation des mathématiques. Les connaissances grecques et romaines furent en grande partie oubliées, mais elles furent préservées et enrichies ailleurs, notamment dans le monde islamique. Donc, une vague de traduction d'ouvrages arabes et grecs permis à l'Europe de redécouvrir des textes fondamentaux. Donc, grâce à des savants comme par exemple Euclide et les travaux de Al-Khwarizmi furent accessibles en latin. Donc, un mathématicien clé de cette période fut Fibonacci. Je pense que vous avez entendu peut-être dans votre étude en lycée les suites de Fibonacci. Donc, c'est un mathématicien italien qui a introduit les systèmes de numération indo-arabe en Occident à travers son ouvrage Liber Abaci. Il popularisa la suite de Fibonacci et montra comment les nombres décimaux facilitaient le commerce et les calculs financiers par rapport aux chiffres romains. Alors, pendant que l'Europe traversait son âge sombre, on peut dire, les mathématiques fleurissaient dans le monde islamique. Donc, l'un des mathématiciens le plus influents fut Al-Khwarizmi, qui écrivait Al-Kitab al-Mukhtasar في الحساب الجبر والمقابلة. Donc, donnant naissance à un mot algèbre, il développa aussi les algorithmes qui sont maintenant les bases de l'informatique moderne. D'autres figures clés incluent Omar al-Khayyam aussi, qui travaillait sur les équations cubiques et développa une classification de solutions. At-Tusi, qui perfectionna la trigonométrie en développant les fonctions sinus et cosinus sous une forme systématique. Ibn al-Haytham, qui appliqua les mathématiques à l'optique et développa des méthodes proches du calcul intégral. Donc, ces savants ne sont pas contentés de préserver le savoir grec, ils l'ont enrichi et l'ont transmis à l'Europe, préparant ainsi la Renaissance scientifique. Donc, avec la découverte des textes grecs et arabes, Docteur Coates sera bientôt disponible. Veuillez patienter s'il vous plaît. Bien sûr, suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Docteur Coates, de retour à vous. Merci, Malak. Je m'excuse pour ce problème. L'université de l'unité en arabe, Jamil. Donc, je reprends le partage. Pas de souci, docteur. Donc, je reprends. On a parlé de l'âge d'or des mathématiques dans le monde islamique. Et puis, après, on a dit, après la découverte des textes grecs et arabes, l'Europe encore entre dans une nouvelle ère scientifique. On peut parler des mathématiques modernes avec le maths ou bien le calcul infinitésimal. Lorsque je parle de la dérivée ou bien de l'intégrale, là, je parle de calcul infinitésimal. Et il y a ici, bien sûr,
un problème, c'était avec Newton et Leibniz, qui chacun parmi eux, il insiste sur le fait que c'est lui qui a inventé le calcul infinitésimal. Donc, pour nous, on va dire, voilà, donc Descartes, Newton, Leibniz sont tous fondés les bases des mathématiques modernes. Donc, la théorie des nombres et encore plus le calcul des intégrales et dérivées ou bien le calcul infinitésimal d'une façon générale. Donc, c'est à cette époque que les notations algébriques modernes commencent à se développer, rendant les mathématiques plus accessibles. Voilà, on est arrivé, je pense, vous savez ces images maintenant. Aujourd'hui, les mathématiques sont au cœur de domaines majeurs en informatique. Je peux dire l'intelligence artificielle ou bien la cryptographie. Par exemple, l'intelligence artificielle repose sur plusieurs branches de mathématiques, notamment l'algèbre linéaire qui sert à manipuler les matrices, le calcul avec les tableaux d'une façon générale. Se sont utilisés dans l'apprentissage automatique et les réseaux de neurones. Encore, les probabilités et les statistiques sont essentielles pour la modélisation des données et les algorithmes des machine learning. Le calcul différentiel et intégral, déjà utilisé dans l'optimisation de fonctions erreurs. Donc, si on veut chercher à optimiser les erreurs, donc on utilise là le calcul différentiel. Et aussi en cryptographie. Donc, la cryptographie ici, c'est la science de chiffrement des informations. Elle repose également sur les concepts mathématiques avancés, comme la théorie des nombres, donc avec des applications dans les chiffrements, par exemple RSA, basé sur la difficulté de factoriser de grands nombres premiers. L'algèbre modulaire, utilisée dans la cryptographie à clé publique. Et les courbes elliptiques, fondamentales dans le système moderne de sécurité. Donc, aujourd'hui, la cryptographie est essentielle pour la protection des données sur Internet, les transactions bancaires et la sécurité de communication. Donc, avec l'arrivée des ordinateurs quantiques, les nouvelles méthodes de chiffrement comme la cryptographie post-quantique sont en plein développement et bien sûr, on trouve les mathématiques, les bases de tout cela. Voilà, donc je pense qu'on a... Voilà, j'espère que ce petit voyage à travers l'histoire des maths vous a plu et qu'il vous a permis d'apprécier l'évolution fascinante de cette discipline. Donc, vous voyez, vous avez vu des civilisations anciennes jusqu'à l'ère de l'intelligence artificielle et de la cryptographie. Voilà, à la fin, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Alors, je pense que nous avons quelqu'un qui a levé la main. Ali Mahdi, la parole est à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sur ma question, j'espère que vous avez déjà voyagé un petit peu, mais je voulais savoir, parce que ça va se baser sur l'influence de la mathématique dans le monde moderne. Sur ma première question, quelle est l'importance de la théorie des nombres dans la cybersécurité, aussi que la cryptage des données? C'est ça ma première question. Vous avez parlé tout à l'heure, mais je voulais savoir vraiment quelle est l'importance de la théorie des nombres. D'accord. Regardez, on va dire, dès le roman, ils ont utilisé l'arithmétique pour crypter les messages. Je te donne un exemple simple. Donc, on peut remplacer, par exemple, les lettres, on va dire des lettres en français, A, B, C, D jusqu'à Z. On peut utiliser, par exemple, le chiffrement. Le A, il va être décalé par 2. Le B décalé par 2. Le C décalé par 2. Comme si, au lieu d'écrire, par exemple, A, B, C, je veux écrire la lettre C, D, E, par exemple. Donc, mais là, le cryptage est beaucoup simple. Donc, juste, je fais plus 2. Vous voyez? Donc, pour sécuriser de plus en plus notre message, on va utiliser des chiffrements avec
des outils ou bien des trucs arithmétiques beaucoup plus complexes. D'accord? Je ne sais pas si vous avez vu, Ah par oui, ah oui, exemple, je comprends mieux. d'accord. Donc, bien sûr, on utilise l'arithmétique ou bien Oui, on j'ai dit déjà. Ah, c'est déjà vu? Ah, je comprends un peu que on peut utiliser aussi des fonctions de hachage comme ça, c'est-à-dire que sur Oui, ce contexte oui, les de algorithmes de c'est-à-dire hachage. de Oui, hachage, oui, 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 oui. oui, Donc, exactement. par exemple, bon, peut-être je donne un exemple, par exemple, un ordinateur, lorsqu'on met le mot de passe, ça ne va pas, on ne le voit pas comme ça, mais c'est déjà chiffré, c'est-à-dire que on ne le voit pas comme ça, même si on ouvre dans l'ordinateur, mais on ne le voit pas, mais c'est chiffré à l'intérieur. Je pense que Et- euh, Exactement. c'est Et le là, on doit contexte. utiliser Oui. pour que le cryptage soit unique, on doit avoir une fonction bijective. Hein, pour Ah avoir oui. l'image, c'est le message chiffré et le réciproque, c'est le vrai message. Donc, il y a vraiment ici des notions mathématiques derrière cela pour s'assurer qu'on a fait le bon travail. On ne va pas se tromper. On doit faire des choses sur des bases solides. Ah oui, ah oui. Bon, je vois parce que bon, j'ai déjà utilisé un petit peu des outils sur, par exemple, de systèmes d'exploitation comme Kali Linux ou bien Paro. Et là, ce système possède aussi des outils de cryptographie. Là, c'est-à-dire que euh, on peut déchiffrer de hash, c'est-à-dire de hash comme ça pour, à partir de ce fonction. Je pense que c'est aussi ce contexte de déchiffrement, c'est-à-dire on trouve de clés à partir de hash. Par exemple, on utilise des outils, par exemple, comme Wireshark. Si on prend de hash, donc c'est-à-dire ce fonction peut-être joue de rôle aussi sur la cryptographie. C'est ça, hein? Oui, bien sûr, mais n'oubliez pas que les recherches n'ont pas encore, donc les chercheurs dans les domaines de cryptographie, ils travaillent encore et à chaque jour, il y en a des nouveautés dans ce domaine-là. Ah oui, oui. Donc voilà, on essaye toujours de développer les méthodes de cryptage, de chiffrement de nos messages pour avoir plus de sécurité. Oui, oui, oui. OK. Merci beaucoup. Avez-vous une deuxième question? Oui, bien sûr, dans ce contexte, aussi sur concernant comment la modélisation mathématique a-t-elle utilisé dans les sciences économiques et sociales. Dans les sciences économiques, bien sûr, c'est la pratique ici. Bien sûr, le problème économique sont liés aux chiffres, aux problèmes d'optimisation, si on veut dire. Donc là, c'est ça. Donc ça, c'est très simple de modéliser un problème économique en mathématiques. Donc là, on veut finalement parler. Tout dépend du problème, bien sûr. Mais s'il s'agit d'un problème d'optimisation, on va tout simplement chercher le maximum ou bien les minimums d'une fonction donnée. On peut avoir une fonction à une seule variable ou bien à plusieurs variables. Pour le Hmm. minimum et maximum, il y en a plusieurs méthodes. Soit on utilise les méthodes analytiques où on cherche la dérivée. Par exemple, on sait que par exemple le maximum et le minimum certainement c'est atteint lorsque la dérivée est nulle. Ou bien encore des méthodes algébriques avec des tableaux ainsi de suite. Ou bien des approximations. Il y a plusieurs méthodes bien sûr. OK. Avez-vous Bon, d'autres questions, monsieur? oui, 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 docteur. J'ai une question concernant sur certains des mathématiciens et leurs contributions. Par exemple, concernant euh, Euclide, c'est-à-dire que à quoi les travaux d'Euclide Euclide ont-ils été révolutionnaires pour la géométrie, par Oui, bien sûr. La exemple? géométrie euclidienne, jusqu'à nos jours, on parle de la géométrie euclidienne et la géométrie non euclidienne. Donc là, la question, est-ce que tout simplement, parce que ici, la question aussi, on a bien compris l'historique, parfois, il y a les gens qui ont déjà, ils font les sciences, mais ils n'ont pas écrit cela.
du coup, comme Pythagore, par exemple, on dit théorème de Pythagore, mais dans l'historique, le théorème de Pythagore est utilisé avant 1000 ans avant que Pythagore existe déjà. Donc, vous voyez, même chose pour n'importe quel autre mathématicien ou bien n'importe quel scientifique. Donc, on peut avoir le nom parce que c'est lui qui a écrit ou bien c'est son entourage qui a écrit son nom. Mais est-ce que c'est lui qui a vraiment introduit cela? On ne sait pas. Monsieur Madi Ali? Merci beaucoup. Je vous en Oui, prie, monsieur. bien, Oui. bien, bien, c'est parfait. C'est parfait. Merci Et beaucoup à vous. encore sur, si on part sur, on parle un petit peu sur l'intelligence artificielle, l'intelligence et le de la mathématique. Pardon, Malak, j'ai pas entendu la question. Avez-vous bien entendu la question, Malak, s'il vous plaît? Non, malheureusement, la connexion est très très faible chez lui et ça bug beaucoup. Monsieur Madi Ali, pouvez Oui, répéter? bon, oui, oui, docteur. Donc, Oui. ma question est basée sur quel est le rôle des mathématiques dans l'intelligence artificielle et le big data. Je parle de big data. D'accord. Dans l'intelligence artificielle, le big data. Big data, c'est tout simplement, on a un nombre très grand de données. Vous pouvez imaginer, par exemple, que les données sont sous forme des tableaux. D'accord? Et Oui, ces tableaux-là ils vont nous servir pour faire l'entraînement d'une machine, d'un programme. Et là, dans la phase d'entraînement, certainement, on va modéliser la fonction. On a une fonction là qui modélise notre problème. Tout dépend, il s'agit d'un problème de régression. Bien sûr, il y a plusieurs modèles. Et pour chaque modèle, il y a une fonction mathématique derrière. Donc, lorsque je parle d'un modèle donc je parle d'un problème mathématique. À la base. Et on essaie de faire quoi pour n'importe quel modèle? De minimiser l'erreur. Donc, on a une fonction, on va dire c'est notre modèle, c'est l'être humain qui va décider avec quel modèle il va travailler, donc avec quelle fonction il va travailler. Il va comparer le résultat de cette fonction avec le donné qui existe déjà, puisqu'on a des données, donc on a des valeurs. On va travailler sur ces données-là. Donc, la machine, qu'est-ce qu'elle fait? À chaque fois, elle compare le résultat qu'elle va trouver avec les valeurs qui existent déjà. Donc, bien sûr, lorsque je fais des opérations, j'ai fait des opérations avec des tableaux, donc des matrices. Donc là, je parle de l'algèbre linéaire. Lorsque je dis, je minimise l'erreur, donc problème d'optimisation, là, je parle de recherche opérationnelle. Donc, lorsque je cherche d'optimiser, donc là, il y a plusieurs méthodes pour optimiser. Peut-être, comme j'ai dit, je cherche la dérivée pour chercher la dérivée nulle quand elle s'annule, parce qu'il y a des fonctions particulières, la dérivée s'annule juste une seule fois et on sait à l'avance que si elle est nulle, donc c'est le point minimal. Donc là, vraiment, une base solide en mathématiques nous permet de comprendre la machine, qu'est-ce qu'elle fait, l'algorithme derrière, c'est quoi son but, et je peux améliorer. Donc, je peux ajouter, je peux proposer un nouveau modèle. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Donc, oui, là, les oui, oui, mathématiques, je comprends. si je comprends les mathématiques derrière, je peux donner de plus. Si je ne comprends pas qu'est-ce qu'il fait, bien sûr, je peux l'appliquer. Ça, je peux le faire. Comme informaticien, je peux appliquer. Mais puisque je ne comprends pas les formules, donc je ne sais pas pourquoi on a ça, on n'a pas ça. Mais si je comprends les maths derrière, je peux améliorer. Oui, exactement. Merci. Je vous en prie. Oui, et mes deux dernières questions, c'est concernant, vous avez parlé de confrontation, si je suivais bien. Bon, je veux savoir quel était le défi mathématique auquel
Isaac Newton et Leibniz ont été confrontés lors du développement du calcul infinitésimal. Infinitésimal. Oui, Bon, c'était l'idée, en fait, il n'y a pas de problème, mais l'idée était géniale parce que ils ont inventé ce qu'on appelle maintenant la limite. La limite, c'est juste lorsque je parle la limite lorsque x tend vers a, c'est-à-dire x est très 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 proche de a. Et là, c'était l'idée, on va dire que ce soit de Newton qui était un physicien à la base de Newton. Donc il a inventé cela pour résoudre des problèmes de physique. Leibniz, il était mathématicien. Donc, la notion de limite et par la suite la dérivée, parce que la dérivée, si vous savez, c'est en fait la dérivée, c'est la limite de taux d'accroissement. Donc, oui, le point de départ, que ce soit pour la dérivée ou bien l'intégrale, c'est la limite. Donc, c'est le calcul de valeur très, très, très proche. Donc, le calcul infinitésimal. Donc, là, c'est pas un problème, mais le problème était que Newton, il dit que c'est moi qui a fait le travail et c'est moi qui a parlé le premier du calcul infinitésimal. Et Leibniz, il dit non, c'était moi. Donc voilà, ça c'était le problème à l'époque. Est-ce que c'est dû à Leibniz ou bien à Newton? Et déjà, vous voyez, pour la dérivée, il y avait deux notations. La notation f', par exemple, avec juste un petit tiré, et ou bien la notation d sur dx pour dire la dérivée de f par rapport à x. Donc la notation d sur dx c'était pour Newton et f' avec le petit tiré c'est pour Leibniz. Donc voilà, il y a deux notations parce qu'il y avait deux scientifiques qui ont inventé ça, on va dire, dans la même période. oui, machallah. D'accord? Oui, ouais, une dernière question, pardon, docteur. Oui, dis-moi. Juste une dernière Pas de souci. question. Ouais, ok. Je vais entrer d'abord sur le domaine de la probabilité un petit peu. Comment Blaise Pascal et Pierre de Fermat ont-ils contribué au développement des probabilités? Je parle de Blaise Ah, Pascal et Pierre. d'accord. En fait, Pascal et Pierre ont des contributions dans le domaine de, on va dire, Oui, le développement de théorie de nombres. probabilité. En fait, Oui, au exactement. début, c'est théorie de nombres. Mais bien sûr, la probabilité se base sur quoi? Sur la théorie combinatoire, c'est-à-dire lorsque je lance un dé, quelle est la proba que je tombe sur 6 par exemple? C'est une chance sur 6. Comment je peux savoir cela? Je sais combien il y a de chances, combien il y a de possibilités. Donc ici, je pose la question combien, c'est-à-dire le nombre de choix possibles. Et là, c'est donc le lien de probabilité avec la théorie des nombres. Donc, en fait, Pascal et Fermat, leur, euh, donc, ils ont excellé dans les théories de nombres, pas précisément dans le domaine des probabilités, dans le sens, je ne sais pas si vous m'avez bien compris, parce que la théorie de probabilité, c'est Oui, la théorie de mesurer les chances. Donc là, peut-être sans oui, avoir oui. conscience, ils ont donné des théories dans la théorie des nombres, donc de calcul de nombres. Et bien sûr, ça influe dans les probabilités. Merci. Merci beaucoup, Je vous en prie, merci infiniment. Et je vous en prie, je vous, monsieur. Oui. je vous souhaite bonne nuit, bonne chance, bon Ramadan, Merci, Inch'Allah. Merci merci, beaucoup pour merci, vos réponses pertinentes et merci. merci beaucoup. C'est très gentil. Merci à vous, monsieur Madi Ali. Super, donc pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Alors tout le monde, avez-vous des questions? Vous pouvez soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Alors, je pense que nous avons une question sur le chat de Oumadi Aboubakar. Pardon. Comment les travaux des mathématiques comme Newton, Kepler ont révolutionné la compréhension de l'univers?
Oui, bien sûr, parce qu'ils ont pu calculer, par exemple, d'une façon générale, euh, comment on a pu calculer, par exemple, la distance même entre la Terre et la Lune. Hein, là, on se base sur des formules mathématiques. Donc, en se basant sur des formules et des expériences sur des petites choses, on peut, à l'aide de ces formules, les généraliser. Et bien sûr, si on a une démonstration solide, on peut l'appliquer, on peut avoir confiance pour. On se base sur ces formules-là pour avancer dans les autres sciences comme les physiques, les chimies, etc. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit les écrire sur le chat. Mhm. Tout le monde, avez-vous des questions? Je pense que nous avons répondu à la plupart des questions à la fin du séminaire d'aujourd'hui. Docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Bon, je voulais vous remercier, Malak, et remercier tous les étudiants que sont là pour entendre une histoire concernant les mathématiques. Merci à vous tous. Donc, je pense que nous avons une dernière question. Docteur, pouvez-vous de Thalès et son théorème? Alors, là, Pouvez-vous, forte question. quoi? De Thalès et son théorème. Thalès, Si vous pouvez en parler. d'accord. Donc ici, il pose la question concernant le théorème de Thalès, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, vous savez, le théorème de Thalès, c'est en géométrie. Si on a une droite, une droite parallèle à l'un des côtés d'un triangle, donc il y en a des formules. On doit peut-être tracer un triangle, imaginer un triangle ABC par exemple, et on a un point E sur AC et un point peut-être on appelle D sur AB parallèle, donc on a juste une droite parallèle ABC. Dans ce cas, je peux parler, avoir une relation entre, par exemple, DB divisé par DA et EC divisé par AC. Donc voilà, c'est le théorème de Thalès. Encore, c'est un théorème, Thalès est un mathématicien grec. Donc là, on a dit, c'est les Grecs ont bien sûr ont beaucoup avancé dans les mathématiques, notamment ce qui est intéressant parce que les maths apparaissent depuis même les scientifiques grecs, mais ce qui est intéressant pour les Grecs, ils ont écrit cela, ils ont commencé à enseigner les mathématiques, c'est grâce à cette raison que la plupart des premiers théorèmes mathématiques sont dus aux mathématiciens grecs. Mais il faut faire attention, peut-être il y a des milliers d'années, on utilise ce théorème-là, on les applique sans mentionner les démonstrations, bien sans avoir une démonstration, sans mentionner que c'est un théorème et que c'est vrai dans le contexte, sans avoir des axiomes, comment je peux l'appliquer. Voilà. Super, et je pense que nous allons voir ce que Ali m'a dit pour votre question. Ali m'a dit, la parole est à vous. Docteur, je m'excuse pour les questions, mais surtout, ma question, c'est donc une question diverse, mais c'est relié aussi à la mathématique ainsi qu'à l'informatique. Donc, quand j'ai commencé à l'informatique, je sais le nombre binaire. Je sais que le nombre Uh-huh. binaire, le plus grand nombre en binaire, c'est 255, par exemple. 255.
Mais 255, c'est en forme, c'est en décimale, donc, mais en binaire, c'est 1 jusqu'à 8 fois, c'est-à-dire 1 8 jusqu'à 8. Donc, en D'accord. conversion, c'est en binaire, en conversion en décimale, c'est 255. Donc, Mhm. j'ai déjà entendu quelques relations concernant le Coran parce qu'il y a hadith du prophète m'avait dit que c'est demandé que quel est le plus grand verset du Coran, par exemple. Il y a un Sahaba qui a dit que c'est l'Ayatul Kursi, alors que Ayatul Kursi se trouve dans le verset 255. On a confirmé que dans l'informatique, 255, c'est le plus grand nombre. Et puis, si je confirme aussi dans la relation entre Ayatul Kursi, quel est les anges qui amènent le Ayatul Kursi et c'est combien? C'était, je pense, c'est 8, n'est-ce pas, madame? C'est 8. Donc, à travers, euh, à travers ça, ce 8 anges, il y a encore un verset coranique qui a de liaison directement avec ce Ayatul Kursi. وَيَحْمِلُ الْعَرْشَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Donc, je veux savoir la relation. Est-ce que ça, c'est... Parce que je sais que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent le Coran comme étant un livre scientifique, parce que on sait déjà que dans le Coran, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qu'on utilise maintenant. Par exemple, Dieu a dit que Wal arda ba'da dhalika dahaha. Donc là, c'est déjà dans le Coran. Encore, c'est à travers l'avion qu'on a découvert, c'est à travers aussi le Coran. Donc il y a des versets qui disent directement. Par exemple, sur Surat al-Mulk, Surat al-Mulk, il y a des versets euh, أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ. Donc, ce verset relie directement dans le scientifique. Donc, je veux savoir concernant ce relation, l'histoire aussi de ça. Je veux comprendre un petit peu. Bon, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de parler, Madi Ali. Malheureusement, nous, en fait, on doit chercher. Je dois faire des recherches. Vous m'avez bien évoqué pour faire des recherches dans ces contexte-là, parce que vous savez, nous, on se dirige toujours, on lit les livres scientifiques des Français et des Américains, et là, on est vraiment très loin. Donc oui, vous avez parlé d'un point très intéressant. Je vais me chercher dans ce sens-là, mais malheureusement, maintenant, je n'ai pas une réponse pour répondre à votre question. Mais c'est très intéressant ce que Merci. vous êtes en train de dire, Madi Ali. Merci Merci à beaucoup. vous. Merci pour votre question. Merci. Ok, merci. Merci infiniment. Je vous en prie. Super, donc passons à la question de Hassan Swarifan. Pouvez-vous mentionner des découvertes majeures qui ont changé notre compréhension des mathématiques au fil des siècles? Alors, je peux dire théorème de Pythagore déjà. J'ai parlé de théorème Pythagore, c'est fondamental en géométrie et croyez-moi, je reste toujours, j'enseigne en faculté tous les disciplines, les ingénieurs, les informaticiens et tout. Même si je mentionne pas le théorème de Pythagore, mais je le vois dans toutes les notions, je le vois. Donc, même sans dire qu'il s'agit d'un théorème de Pythagore ou bien d'une autre version ou bien une généralisation de théorème de Pythagore, mais vraiment, c'est la base de la géométrie. Donc, le fait qu'il assure un triangle, il est rectangle ou bien de droite sans perpendiculaire, etc. Donc là, le théorème de Pythagore, on le trouve déjà, on l'applique même pour les fonctions cosinus et sinus. Et les fonctions cosinus et sinus se trouvent partout, se trouvent même dans l'intelligence artificielle maintenant, dans la transformation de Fourier. Donc vraiment,
d'accord, je peux dire théorème de Pythagore, mais toujours, il faut faire attention, depuis donc, avant même Jésus-Christ, c'est utiliser ce théorème. Encore, le calcul différentiel, on va dire le calcul infinitésimal dû à Newton et Leibniz, il a vraiment nous a permis de faire des intégrales et des calculs, des dérivés qu'ils sont maintenant utilisés partout, en chimie, en physique, en informatique, partout. Donc, on le trouve partout. Donc là, le calcul infinitésimal, encore, il a changé notre univers. D'une façon générale, encore les démonstrations, on a dit ce qui a fait les Grecs, donc les démonstrations nous a permis d'avoir cette logique à faire les démonstrations avant de se baser sur une formule. Donc, on a une formule, d'accord, je peux l'appliquer pour calculer la surface de quelque chose, de surface de terre ou bien quelque chose comme ça, mais ce qu'on a appris des Grecs, c'est faire les démonstrations, de raisonner correctement pour faire les démonstrations. Et maintenant, on fait de recherche pour faire quoi? Pour apprendre, pour qu'une machine peut faire une démonstration. On veut que la machine fait le raisonnement qu'on fait nous pour démontrer une formule, puisqu'il y a des actions qu'on suppose vraies, il y a des raisonnements logiques, donc soit vrai, soit faux, etc. Maintenant, cette logique-là qui était utilisée par les Grecs, on essaye de faire ces connaissances, ou bien on va passer ces connaissances à la machine. Voilà, donc je peux dire n'importe quel, on peut le voir vraiment, même si on ne peut pas le voir directement, mais dans la théorie, chacun a amélioré ou bien changé un peu pour avoir les mathématiques ou bien les sciences de nos jours. Super, donc nous avons un commentaire de Salah, plutôt notre compréhension du monde, puisque les maths c'est l'outil et non pas le but. Pouvez-vous, madame, il y a une question maintenant, si vous pouvez, docteur, évoquer la crise des fondements des maths. J'ai pas compris, c'est quoi la crise de fondement de maths? En fait, oui, vous avez parlé de mathématiques, ce sont les outils, non pas le but. Oui, les maths, ce sont toujours des outils pour résoudre de problèmes, mais on le trouve partout. Donc, regardez, si vous voulez être un ingénieur, peut-être vous travaillez comme ingénieur, je parle. Peut-être vous n'aurez pas besoin d'avoir des mathématiques dans votre travail, mais dès que vous pensez à faire de recherche pour améliorer dans n'importe quel domaine, même médecine, biologie, physique, chimie, n'importe quel domaine. Si vous voulez ajouter, améliorer, trouver des autres solutions, vous allez rencontrer des problèmes mathématiques et vous devez avoir une base en mathématiques pour ajouter dans tous les domaines. Il n'y a pas d'exception. Donc, mais je n'ai pas compris, vous voulez dire quoi par la crise de fondement de mathématiques, si vous voulez expliquer encore. Si c'est possible de clarifier votre question. Donc, on a une question d'Hassan Masoundi, d'Hassan Soarifan, Mohamed, pardon. Aujourd'hui, on sait que les maths sont disponibles, indispensables sur l'informatique. Mais en quoi l'informatique a-t-elle révolutionné les maths? Ah, d'accord. Une bonne question. Regardez, on a utilisé les machines depuis longtemps pour faire quoi? Pour faire le calcul.
Parce que finalement, par exemple, si vous pouvez imaginer, nous, les êtres humains, on est lent pour faire le calcul. Si je te donne, par exemple, 100 opérations, tu vas rester 1 heure ou bien plus pour faire le calcul. Mais pour une machine, elle peut faire cela en quelques secondes. Donc là, l'informatique, c'est tout ce qui est automatique d'une façon générale. Les machines facilitent les tâches pour les mathématiques. Encore, lorsque je veux calculer la surface par exemple, je dois calculer une intégrale. Donc, si je veux calculer une intégrale, on sait mathématiquement qu'on doit chercher une primitive. Parfois, la recherche de primitives, c'est très, très difficile. On ne peut pas, c'est difficile pour nous. Alors, on peut l'approximer. Et pour l'approximer, d'accord, il y en a des formules mathématiques qui peuvent approximer, mais je dois faire cette opération N fois, on va dire 1000 fois, pour trouver une bonne approximation. Et là, c'est grâce aux machines, on peut faire cette opération dans quelques secondes et avoir une relation qui est très, très, très proche de la valeur exacte. Donc, l'informatique a servi les mathématiciens à faire quoi? Je peux, par exemple, faire des recherches et j'ai trouvé une solution. Et là, j'aimerais vérifier si ma solution elle est exacte ou pas. Je peux utiliser la machine pour faire des opérations pas mal de fois, on va dire 100 fois, pour s'assurer que mon résultat théorique, par exemple, est très proche ou bien je peux l'appliquer dans la pratique. Donc là, bien sûr, l'informatique et les mathématiques sont très, très, très proches l'un et dans le service de l'autre, je peux dire. Donc, c'est on a j'ai beaucoup apprécié les technologies informatiques dans mes travaux. Même je suis mathématicienne, d'accord, mais j'utilise dans mes recherches l'ordinateur, par exemple. Voilà, donc pour le calcul, j'utilise le Python pour voir des courbes, pour vérifier que ma solution est correcte, etc. Donc, c'est encore l'informatique c'est beaucoup utilisé par les mathématiciens nos jours. Super. Donc, de cette façon, je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci à Merci aux, vous, Malak. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention, nous avons un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous verrons ensemble dans nos prochains séminaires et activités ou encore après-demain avec le séminaire de Dr City, comment réussir un entretien d'embauche. Un séminaire qui a été totalement demandé par vous. Donc, ne loupez pas cette chance. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée, Ramadan Karim, et également Eid Fitr Saïd. Il ne reste pas beaucoup de temps pour le Eid Fitr, donc Eid Fitr Saïd à tout le monde. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.